Philo et Méditation, le podcast qui vous fait réfléchir et méditer, par Virgile Damplous, professeur de philosophie et enseignant de méditation. Après avoir introduit l'ensemble du parcours que nous allons réaliser dans cette première saison sur le bonheur, bienvenue dans l'épisode numéro 1 de cette première saison, où nous allons réfléchir à la relation entre joie, bonheur et plaisir pour votre plus grand bonheur. Ce que je vous propose, c'est de commencer par ce texte de Bergson que je vais vous mettre en lien, bien évidemment, avec le podcast. C'est un texte que j'ai sélectionné, pourquoi ? Parce qu'il nous parle de la signification de la vie. C'est un texte qui est tiré de l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle, c'est un recueil de conférences et d'interventions de Bergson qui date de 1919, donc il y a un petit peu plus d'un siècle, et dans lequel on voit s'ouvrir déjà tout ce qui va faire sa pensée par la suite, donc une certaine manière de penser le vivant, de penser la vie, de penser l'évolutionnisme. 1919, c'est une cinquantaine d'années après la théorie de l'évolution de Darwin, et Bergson se réapproprie cette théorie de l'évolution philosophiquement, non pas en considérant que seule la matière et la sélection naturelle est à l'œuvre dans le vivant, mais en considérant que le vivant est habité d'une force qui lui est propre, qu'il appelle la vie, et que cette vie qui se met en forme dans la matière au travers des millions et des millions d'années d'évolution du vivant que nous connaissons, eh bien, elle trace des directions. Il y a plein d'arguments passionnants à ce propos, c'est pas le propos du podcast, mais c'est quand même pas inintéressant de vous en dire quelques mots. Donc plein de réflexions passionnantes sur est-ce que la vie est le fruit du hasard, le fruit d'un hasard contraint par la matière et par les micro-éléments matériels qui vont progressivement donner lieu à d'abord des enzymes, puis ensuite des micro-organismes protocellulaires, donc avant la cellule, qui vont ensuite former au bout d'un moment des cellules, puis ensuite toute l'évolution du vivant telle qu'on la connaît. Donc est-ce que la vie est simplement cette adjonction de matières qui vont finalement faire vie à un moment donné, sans qu'on en comprenne bien ni le sens, ni l'origine d'ailleurs, ni la finalité, et donc simplement un fruit du hasard? Ou est-ce que la vie porte en elle une destinée, porte en elle un projet qu'il s'agirait de dévoiler? Donc voilà, ce texte de Bergson, clairement, il est projet de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il l'enferme dans un point de vue spiritualiste étroit ou dans un point de vue religieux quelconque, mais voilà, il vient nous offrir une réflexion qui n'est pas inintéressante et donc que je vous lis et à propos de laquelle on va réfléchir. Les philosophes qui ont spéculé sur la signification de la vie et sur la destinée de l'homme n'ont pas assez remarqué que la nature a pris soin de nous renseigner là-dessus elle-même. Elle nous avertit par un signe précis que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie. Je dis la joie, je ne dis pas le plaisir. Le plaisir n'est qu'un artifice imaginé par la nature pour obtenir de l'être vivant la conservation de la vie. Il n'indique pas la direction où la vie est lancée. Mais la joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire. Toute grande joie a un accent triomphal. Partout où il y a joie, il y a création. Plus riche est la création, plus profonde est la joie. La mère qui regarde son enfant est joyeuse parce qu'elle a conscience de l'avoir créé, physiquement et moralement. Le commerçant qui développe ses affaires, le chef d'usine qui voit prospérer son industrie, est-il joyeux en raison de l'argent qu'il gagne et de la notoriété qu'il acquiert ? Richesse et considération entrent évidemment pour beaucoup dans la satisfaction qu'il ressent. Mais elles lui apportent des plaisirs plutôt que de la joie, et ce qu'il goûte de joie vraie est le sentiment d'avoir monté une entreprise qui marche, d'avoir appelé quelque chose à la vie. Alors, si vous écoutez le podcast, si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être suivre en parallèle de la lecture le texte que je vous ai mis avec le podcast.
ou sinon simplement suivre ce que je vous dis à partir de la mémoire que vous aurez gardée du texte, et bien sûr je vais citer le texte à chaque fois que je m'y réfère. Donc qu'est-ce qui est intéressant pour moi dans ce texte sur la vie, sur le sens de la vie, il parle de la signification de la vie, c'est cette distinction profonde ou fondamentale que Bergson fait entre la joie d'un côté et le plaisir de l'autre. Pour lui, là, il y a deux régimes d'existence, il y a deux manières de vivre les événements qui ne relèvent pas du même statut, qui ne relèvent pas de la même fonction, qui ne relèvent pas de la même finalité. Ce qu'il fait, c'est qu'il met le plaisir du côté du biologique et la joie du côté de la vie elle-même. Donc une force, on pourrait dire, qui traverserait notre biologie, notre être vivant, pour s'exprimer au travers de ces actes et de ce que nous sommes capables de créer. Donc le plaisir lié au biologique serait plutôt lié à la conservation de la vie, auquel cas on pourrait dire qu'il va s'agir évidemment par exemple du fait de manger, on a plaisir à manger, des plaisirs sexuels, puisque le plaisir sexuel va permettre la reproduction de la vie, les plaisirs liés au fait de faire du sport peut-être, parce que le sport est une activité qui va faire du bien au corps et qui va permettre de le conserver. Et on peut comme ça démultiplier les exemples liés à un plaisir qui relèverait du biologique. Alors, pourquoi, de manière étonnante, et d'un autre côté, on aurait la joie qui serait liée plutôt à la signification de la vie et qui serait liée au fait de créer. On a amené quelque chose à la vie, on a créé quelque chose, et donc on est dans le sens de ce que la vie voudrait pour nous, quelque part. C'est sa direction, et avoir de la joie est le signe que nous allons dans la bonne direction. Avec même une proportion, puisque Bergson écrit que plus riche est la création, plus profonde est la joie. Les deux exemples qu'il prend, ils sont un petit peu dans des assignations de genre, puisqu'on a la mère avec son enfant et l'homme avec sa création d'entreprise. On passera sur le caractère daté un petit peu des exemples, qui ne seraient sûrement pas les mêmes employés aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a cette idée que le parent qui regarde son enfant est joyeux parce qu'il ou elle a conscience de l'avoir créé physiquement et moralement. Bien sûr, les parents ne sont pas 100% et H24 joyeux de cette manière-là, parce que ça présente aussi des défis, et ça fait partie de la vie, que d'avoir des enfants. Mais dans le même temps, il y a cette joie d'avoir amené un être à l'existence, et de l'aider à grandir, de l'aider à mûrir et à se développer. Et la joie qui est propre au ou à la chef d'entreprise, c'est, il dit, richesse et considération entrent beaucoup dans la satisfaction de ce qu'il ressent, mais elle relève plutôt des plaisirs. Pourquoi ? Parce que la richesse et la considération, c'est ce qui relève de la conservation de la vie, appartenance au groupe avec la considération, et richesse, sécurité matérielle. Mais la joie est ce qu'il goûte de joie vraie. Donc c'est intéressant de voir cette distinction entre l'idée qu'il y aurait une joie vraie et une joie fausse. Donc la joie vraie est le sentiment d'avoir monté une entreprise qui marche, d'avoir appelé quelque chose à la vie, donc créer quelque chose. Je reviens sur joie vraie et joie fausse. Comme quelque part, il y a une distinction qui n'est pas si évidente et naturelle quand on dit il y a quelque chose qui relève de la joie et quelque chose qui relève des plaisirs. Pourquoi ? Parce que la joie est une forme de plaisir, bien évidemment. Et dans les plaisirs que l'on ressent, par exemple dans le fait d'être considéré par autrui, recevoir de la reconnaissance pour le travail qu'on fait, bien évidemment, il y a aussi une certaine forme de joie. Donc comment est-ce qu'on peut distinguer ces deux concepts qui se recoupent entre joie et plaisir? Comment on peut distinguer ce qui relèverait en propre de la joie, nu ou dénué de toute forme de jouissance du type plaisir, et qu'est-ce qui relèverait uniquement du plaisir, nu ou dénué de toute qualité qui relèverait de la joie à elle seule? Est-ce que, du côté des plaisirs liés à la conservation de la vie, on pourrait dire peut-être qu'il y a quelque chose qui va être en prise dans le plaisir, c'est-à-dire il y a une forme de
tension pour réaliser quelque chose, pour acquérir quelque chose, qui fait que tant qu'on n'aura pas pu avoir la glace à la vanille, ou l'entreprise qu'on va racheter, ou l'appartement, ou la voiture, ou l'ordinateur, ou je ne sais quel bien matériel qui va nous offrir un certain confort, mais dans lequel on projette quelque chose de fort sur « Ah oui, quand j'aurai ça, je vais être satisfait ». C'est tout le cycle de la relation entre désir et consommation qui est en jeu ici, à savoir « Quand j'aurai ça, je serai satisfait ». Peut-être qu'on pourrait dire que la dynamique du plaisir est en propre le fait d'être conditionné par quelque chose. Le plaisir, il est toujours lié, on pourrait dire, à un si. Si j'avais ça, si je vivais ça, si je partais à tel endroit, si j'avais pu vivre ça, si je pouvais aller dans telle direction, alors je serais heureux. Ça, quelque part, on pourrait dire que c'est le plaisir parce que c'est ce qui nous laisse sous emprise. On s'installe intérieurement dans l'idée que on ne peut pas être heureux ici et maintenant parce qu'il nous manque tel ou tel autre facteur. Quand il y a cette tension-là, cette conditionnalité liée à une forme d'insatisfaction, quand il y a cette conditionnalité-là, bien évidemment qu'on ne peut pas être heureux. Bien évidemment qu'il ne peut pas y avoir de bonheur. Et peut-être même qu'il ne peut pas vraiment y avoir de joie selon la force de cette condition que je pose sur l'existence. Et cette condition, elle peut être immensément haute. Il m'est arrivé personnellement au cours de ma vie d'être profondément malheureux. Pourquoi ? Bien parce qu'on vivait dans une société avec énormément d'inégalités, énormément de violence, avec des gens qui vivent des situations effroyables, et que pour autant, on produit collectivement une quantité de richesse absolument énorme. On n'arrive pas à réguler la relation entre richesse globale produite et maximisation du bien-être de tout un chacun. Et ça, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement douloureux pendant longtemps. Et la condition de mon bonheur, la condition que je puisse vivre de la joie ou de la détente intérieure, elle était mise dans le fait que le monde ressemble à ce que j'aurais voulu qu'il soit. C'est une exigence un peu haute, donc assez difficile à résoudre quelque part. C'est-à-dire que tant que je m'accroche intérieurement à ce vœu, avec la frustration qui accompagne le fait qu'il ne soit pas réalisé, alors je ne peux que être dans l'insatisfaction. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aspirer ou aider le monde à aller dans cette direction. Ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est quelle est la force affective que je mets dans les conditions que je pose pour être heureux. Et cette force affective, plus les conditions sont fortes, plus la frustration va être forte de la même manière et plus l'insatisfaction va être forte. Donc moins il y aura de bonheur, moins il y aura de satisfaction, moins il y aura de contentement et de joie dans l'existence. Donc pour synthétiser, le plaisir, ça serait ce qui est conditionnel et ce qui est en prise avec un critère auquel je tiens et dans lequel je remets la possibilité de mon bonheur. Ou en tout cas, distinction pas inintéressante à faire, l'idée que je me fais des conditions à partir desquelles je serai heureux. Cette distinction est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que, je reprends mon exemple massif, si je veux que les relations entre les êtres humains soient harmonieuses de manière générale pour pouvoir me sentir satisfait et heureux, en fait, si je suis un petit peu réaliste, ces conditions, elles peuvent arriver de temps en temps. On va se trouver dans un groupe, dans une communauté de liens où les choses vont être fluides, vont bien fonctionner, et on va trouver cette satisfaction-là. Mais cette satisfaction, elle ne peut être liée qu'à certaines conditions et relativement temporaire. Donc je peux ne faire que courir après ça. Mais dans le fond, si je ne fais que courir après ça, nécessairement, je cours. Et donc je suis dans une relation d'optimisation et de frustration eu égard à mon existence et à ce que je vis. Donc plus la condition est élevée et moins elle est réaliste, c'est-à-dire plus elle est idéaliste,
plus je vais conditionner mon bonheur au fait de voir à l'extérieur de moi certaines conditions, moins je serai en mesure de vivre effectivement le bonheur. Et je disais précédemment, plus je conditionne mon bonheur à l'idée que je me fais de ce qui me satisferait, plus je cours le risque, en somme, de ne jamais être satisfait. Autrement dit, ce que cette petite réflexion nous apprend, c'est que, quelque part, le bonheur, la satisfaction, entendue au sens de contentement, ne peut pas être conditionné à l'idée que je me fais du monde, ou à l'idée que je me fais de ce qui me rendrait heureux. Pourquoi ? Parce que, si je reprends Épictète, tout ce qui est à l'extérieur ne dépend pas de moi, et quelque part, bien sûr, j'ai un degré d'action sur le réel, il ne s'agit pas de le nier, bien au contraire, mais faire la juste part entre ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas, et peut-être travailler sur notre intériorité elle-même afin de pouvoir éprouver satisfaction et contentement, plutôt que de courir après des conditions extérieures qui seraient là ou les conditions de notre bonheur. Un peu comme disait Descartes, se changer soi-même plutôt que l'ordre du monde, dans la mesure où l'ordre du monde ne nous appartient pas. Quoique nous puissions y avoir une influence et y faire infléchir ce que l'on peut y faire infléchir. Il ne s'agit pas de prôner un retrait absolu du monde, sinon je ne serais pas en train de faire ce podcast. Donc on a là circonscrit un petit peu qu'est-ce qu'on appellerait plaisir et en quoi la quête du plaisir ne peut pas être à elle seule satisfaisante parce que la quête elle-même est une forme de tension liée à une insatisfaction et parce que les objets extérieurs au travers desquels on lit les conditions de notre bonheur, en fait sont temporaires, limités, et quelque part, il y a besoin d'aller chercher autre chose ailleurs, intérieurement à soi, pour pouvoir éprouver du bonheur. Donc, là, on va essayer de déterminer ce que c'est que la joie. En négatif, on a déjà dit beaucoup de choses à propos de ce qui nous rendrait véritablement heureux, à savoir, si le plaisir est une tension vers un objet extérieur, ça voudrait dire que la joie ou le bonheur est au contraire une détente, est une satisfaction qui est contentée par elle-même. C'est-à-dire que, justement, dans les exemples de Bergson, ce qui me frustre un petit peu, personnellement, c'est que on reste sur des créations extérieures. C'est-à-dire, il dit, voilà, c'est avoir appelé quelque chose à la vie, que ce soit un enfant ou une entreprise, etc. Moi, personnellement, ces exemples-là ne me convainquent pas beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire en commentaire, mais j'ai le sentiment que on reste encore sur une dimension extérieure et que, en fait, la joie véritable, elle existe d'elle-même. Ça ne veut pas dire qu'elle est là tout le temps, ça ne veut pas dire qu'elle est facile d'accès, mais quelque part, il n'y a pas nécessairement besoin de conditions extérieures pour éprouver de la joie. Mutatis mutandis, comme on dit, donc ce qui a été dit ayant été dit, malgré tout, on peut au moins considérer que pour avoir de la joie, il faut vivre dans des conditions qui sont relativement détendues. Par exemple, être sur un front de guerre est relativement peu propice au fait de pouvoir éprouver une véritable joie de pleine satisfaction, parce que justement, il y a une tension perpétuelle quant au fait qu'on pourrait perdre sa vie, qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir un bombardement ou je ne sais quel tir de balle dans une direction ou une autre. Et donc, bien évidemment qu'il y a des conditions minimum, on pourrait dire, qui vont nous aider à pouvoir trouver ce genre de pleine satisfaction qu'est la joie. Dans le même temps, j'ai envie de croire, et en tout cas c'est ce que je traverse de plus en plus dans ma propre existence, que la joie relève d'une certaine manière de se relier à l'expérience. C'est-à-dire, bon, je vais vous dire, certes, il faut une certaine disponibilité pour méditer, mais la joie qui peut se vivre dans la méditation n'est que l'effet d'une certaine pente qui va être donnée à l'esprit, de
s'ouvrir d'une certaine manière, de s'ouvrir en allant vers un certain apaisement, une certaine détente, une certaine satisfaction, une certaine positivité du rapport à ce que nous ressentons, quoi que ce soit, et que cette satisfaction, il ne s'agit pas de la forcer, parce qu'on ne peut rien obtenir en forçant les choses. Justement, c'est la quête du plaisir qui nous amène à forcer les événements, forcer le cours des choses, et qui en fait nous laisse dans la frustration parce que nous cultivons uniquement la frustration par là. Et donc le chemin inverse, c'est plutôt de s'ouvrir et de se détendre dans une petite pente, une petite orientation intérieure qui va nous aider à laisser se déployer cette qualité intrinsèque de la joie qui fait que il y a satisfaction, il y a, je dirais même, une certaine forme de gratitude dans ce que l'on peut ressentir dans l'instant où on le vit, lorsqu'on arrive à laisser s'ouvrir cette dimension en nous-mêmes. Et j'ai envie d'insister peut-être un petit peu sur cette gratitude. Personnellement, quand il y a joie, il y a toujours gratitude parce que la joie, elle relève quelque part d'une certaine forme de magie. Elle est bien plus large que moi. C'est une atmosphère englobante qui se donne, qui se découvre dans le corps et qui vient dire aussi, qui porte un message en elle-même, message qui est de l'ordre de « mais tout le reste, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi est-ce qu'on s'embête? Pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on s'ennuie? Pourquoi est-ce qu'on se conditionne? Pourquoi est-ce qu'on pose des conditions permanentes au fait de pouvoir éprouver de la satisfaction, alors même que, en réalité, pour pouvoir éprouver de la satisfaction, il faut aller la chercher directement. Aller directement goûter intérieurement à quel endroit peut s'ouvrir de la satisfaction. Et si minimale que soit la satisfaction que l'on trouve à un endroit ou à un autre de notre corps, de notre psyché, de ce qui est vivant en nous, déjà si on a trouvé un endroit, on peut le laisser grandir. On a trouvé un endroit ressource à partir duquel on peut laisser grandir et se déployer une joie à laquelle il s'agit de s'accoutumer, s'habituer, se familiariser pour pouvoir se laisser déborder par cette force qui, je comprends pleinement quand personne dit que c'est la signification de la vie, c'est la direction même de la vie, que la joie est le signe de ce à quoi la vie nous destine, c'est que ça vient de tellement loin et c'est tellement profond qu'il y a quelque chose de l'ordre de ça n'est pas moi et en même temps c'est bien moi qui le ressens. Et aussi cette idée que ça porte ce message de dire que tout le reste est vain. Tout le reste, on va dire, n'est pas vain parce que bien sûr qu'il s'agit de mettre en forme notre existence et d'en faire quelque chose. Mais en tout cas, tout ce qui relève de la course, tout ce qui relève de l'emprise, d'être sous tension pour obtenir une chose ou une autre, la joie, on pourrait dire, la joie rigole de tout ça. La joie, elle est ailleurs. Elle vient d'ailleurs. Peut-être qu'elle vient de l'origine de la vie elle-même, ça j'en sais rien. Mais il y a quelque chose dans notre système nerveux autonome qui fonctionne sur un autre régime et un autre registre, on va dire, que la quête des plaisirs conditionnés. Et pour autant, bien c'est une forme de plaisir. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait distinguer entre la joie qui ne serait que joie et les plaisirs qui ne seraient que plaisir? Donc on a dit plaisir conditionné, d'accord, et joie plutôt inconditionnée dans la manière dont je l'ai décrite et qui relève aussi d'expériences de méditation que j'ai pu vivre qui m'ont marqué et informé à propos de l'ordre des possibles dans la joie. Donc, pourquoi cette qualité de plaisir qui est celle de la joie, n'est pas exactement la même que le plaisir conditionné? Peut-être parce que la joie, justement, n'est pas
en prise avec l'idée d'un futur ou l'idée d'un passé. On peut projeter l'idée que dans telles conditions, on pourra avoir de la joie et essayer d'aménager son existence pour que ces conditions adviennent. Mais quand on le fait, on sait qu'on n'est pas dans la joie. Et on sait que la joie elle-même, elle est autre chose que cet aménagement de conditions. Alors même que dans le plaisir qui est conditionné, le plaisir sous condition, le plaisir sous emprise, j'ai presque envie de l'appeler, le plaisir sous emprise, son message propre, c'est de dire « quand j'aurai ceci, quand je serai dans telle situation, alors je pourrai être heureux, avoir du plaisir. » Mais la joie elle-même, dans sa nature, elle ne peut exister que dans le présent. Et lorsqu'elle est passée, lorsqu'elle est partie, bien sûr l'expérience a été vécue. On sait ce que c'est que la joie, on peut en parler. Mais dans le même temps, il y a quelque chose qui sait que on n'a pas vraiment le contrôle en fait. C'est-à-dire on peut créer des conditions qui vont influer, qui vont faire qu'il y a une meilleure disposition à ce qu'il y ait de la joie, mais on ne peut pas créer la joie. Et même dans la méditation, j'en parlais plutôt sur l'accent méditatif, parfois cette pente donnée à l'esprit, etc., bon, elle ne fonctionne pas. Donc on est là, on est avec ses insatisfactions, avec son mécontentement, on essaye d'ouvrir une porte, peut-être, en faisant un geste intentionnel spécifique, et puis ça s'ouvre pas, et puis on reste un petit peu figé, un petit peu dans notre moi connu et limité, et c'est comme ça. Du coup, il y a quelque chose dans la joie par rapport au plaisir. Le plaisir sous condition, on peut identifier la condition. Alors que la joie, elle reste quand même, elle a cette beauté peut-être, il y a une forme aussi de sentiment esthétique dans l'expérience de la joie. Elle a cette beauté de ne s'ouvrir que quand elle veut, d'une certaine manière. On peut mettre des choses en place, bien évidemment, mais dans le même temps, dans l'expérience de la joie, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui ne nous appartient pas. Et ce quelque chose qui ne nous appartient pas est peut-être un critère de distinction fondamental entre justement la joie dans ce qu'elle serait dans sa nature propre et le plaisir. Au contraire, le plaisir est conditionné à l'appartenance, la saisie de quelque chose et le fait d'être en tension vers cette chose-là. Quand je désire la joie, je suis en tension vers la joie et du coup je ne peux pas éprouver la joie. Éprouver la joie et le plaisir propre à la joie elle-même, donc un plaisir on pourrait dire ouvert, subtil, déconditionné par certains aspects, en tout cas déconditionné de ces aspects grossiers de saisie, eh bien cette joie-là, elle est un cadeau. Et peut-être de ce fait-là, il y a aussi cette dimension de gratitude qui lui est inhérente, qui habite en elle. Mais on n'est pas maître de la joie. On peut être maître des plaisirs, mais on n'est pas maître de la joie. Peut-être qu'on pourrait dire ça. Voilà, j'ai un petit peu détaillé et fait long sur ces distinctions qu'on pourrait faire entre le plaisir et la joie. Donc, à nouveau, le plaisir, il est conditionné et sous emprise, et la joie, elle est déconditionnée, au moins en partie, et elle est hors emprise, elle est en lien avec une satisfaction, un contentement, une gratitude, et une forme aussi de saveur esthétique. Il y a quelque chose de l'ordre du beau dans ce qu'on peut éprouver dans la joie. Et ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de faire une petite méditation pour pas que ça reste au niveau du concept. C'est un peu l'idée de ce podcast, de régulièrement faire le pont entre notre vécu émotionnel, entre notre vécu intellectuel, réflexif, et faire le pont sur « ok, qu'est-ce qui est vraiment vivant en moi ? Qu'est-ce que je peux toucher ou non ?» Et si je peux vous partager quelque chose de personnel, une des raisons qui a fait que je me suis embarqué dans ce projet de faire des retraites en série, des retraites de 1 à 3 mois pendant plusieurs années, donc à raison de 6-7 mois par an, eh bien c'est justement que j'étais arrivé à un moment de mon existence où je n'avais plus de joie. Et en fait, c'est grâce aux autres que j'ai pu m'en rendre compte, c'est-à-dire dans différentes petites situations du quotidien, partie de cartes avec des amis, une fête, un voyage en bateau, etc. Je voyais les autres goûter à une forme de contentement
où je me disais, waouh, mais ils éprouvent un plaisir là qui est vraiment particulier et je vois bien que je n'ai pas accès à ça. Il y avait une tension en moi qui m'empêchait d'avoir accès à ce genre de détente spécifique et de vraiment de relâchement, d'appréciation de ce qui est. Je voyais bien que j'avais plus accès à ça. Pendant quelques années, j'ai pu voir ça et grâce aux retraites, justement, ça m'a permis de recouvrer cette capacité-là et plus le temps passe, plus ça s'ouvre fortement. Donc je peux mieux parler de ce qu'est la joie dans sa nature propre. C'est peut-être un grand mot, mais en tout cas de manière vivante, parce que justement ça se réouvre de plus en plus et progressivement. Et, et même ce qui m'avait étonné dans le processus de comment on s'habitue à des conditions de vie malgré soi, d'une certaine manière, en se laissant suivre une certaine pente, je me suis rendu compte au bout d'un, je sais pas, peut-être 6 mois de retraite, justement en commençant à goûter cette espèce de joie extatique, que, mais joie extatique, je fais un aparté, l'enjeu c'est pas que de goûter des joies extatiques, au contraire en fait, c'est plutôt dans la zone neutre de notre existence, est-ce que là, il y a déjà de la joie, ou déjà de la disponibilité à en vivre par rapport à quand il n'y en a pas. Le but, c'est pas l'extase, c'est quel est le mode par défaut. Est-ce que dans le mode par défaut, il y a plus d'ouverture, plus de détente, plus de joie, ou est-ce que dans le mode par défaut, il y a de la tension, etc. Donc tout ça pour dire que grâce aux retraites, il m'est arrivé de retrouver des sentiments de joie que j'avais vécu 10 ans, 15 ans auparavant, et que j'avais oublié. Et c'est ça qui m'a halluciné en fait, c'est de se dire mais on peut vraiment s'embarquer dans des modus operandi, des modes opératoires existentiels, j'entends, qui fait que on va laisser de côté un des aspects de l'existence qui pourtant est essentiel, parce qu'on se sera embarqué dans une ligne directionnelle qui fait que il y a trop d'exigences envers le monde, envers soi-même, envers les autres, etc. C'est ce qui avait fini par moi me ronger. Et du coup, une quantité de frustration proportionnelle aux exigences en question. Et ça, c'était vraiment effacé. Je savais bien qu'il n'y avait plus de joie, mais je me souvenais plus. Presque, je n'avais plus, comme il n'y en avait plus trace depuis longtemps, en fait, je me souvenais pas ce que c'était, la joie. Donc l'invitation, pour pouvoir ancrer quelque chose de ce qui a été dit dans ce qui est vivant en nous, ça va être de trouver, d'une manière ou d'une autre, et là, il s'agit vraiment de faire appel à votre créativité et aux propres ressources qui sont en vous. J'ai partagé le fait qu'à un moment donné, je ne pouvais plus avoir de joie. Peut-être qu'une contemplation telle que celle que je vais vous proposer m'aurait permis d'en trouver, à savoir en se fondant sur un souvenir, par exemple, si aujourd'hui il n'y a pas de joie, ou en se fondant sur faire visualiser à son esprit des conditions imaginaires. Mais l'imaginaire a une grande force, une immense force pour nous faire goûter des états mentaux, émotionnels, intérieurs spécifiques. Donc l'invitation, ça va être de trouver le moyen qui est juste pour vous, pour ressentir quelque chose des qualités qu'on a nommées à propos de la joie. Donc puisque c'est une méditation, je vous propose de prendre une position qui est confortable, pas trop tendue, peut-être pas trop détendue non plus, afin d'éviter l'assoupissement ou l'endormissement. Vous pouvez prendre une position assise sur un coussin de méditation, mais vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise ou sur votre canapé, ou rester assis là où vous êtes si vous n'avez pas de possibilité de changer. Peut-être mettre le dos un petit peu droit pour aider à garder une attention vigilante à ce qui se passe intérieurement. Fermez les yeux si ça vous aide pour ressentir votre vie intérieure, et vous pouvez aussi mettre une main sur le cœur ou mettre une main sur le ventre, ce qui aide aussi souvent à bien ressentir son incarnation, à être vraiment dans le ressenti corporel, plutôt que de rester
comme on en a beaucoup l'habitude dans le conceptuel dans notre tête. L'enjeu de la méditation, c'est vraiment d'être en contact avec le vécu, avec tout ce qui se passe au niveau de la proprioception, donc avec le ressenti du volume corporel, de ce qui se passe dans les sensations intérieures au corps. Donc n'hésitez pas à réaliser quelques gestes que ce soit ou quelques postures que ce soit qui va vous aider dans cette direction-là. Vous pouvez aussi vous allonger dans la mesure où ça ne va pas vous empêcher de suivre la méditation. Donc peut-être garder un œil ouvert ou lever un bras en l'air si vous sentez que vous vous assoupissez. Mais la joie, elle a quand même quelque chose d'assez réveillant et ouvrant. Donc j'ose espérer que pour cette méditation, ce ne sera pas forcément un obstacle. Donc on va commencer par une démarche un petit peu de pleine conscience. Donc porter notre attention sur le corps, sur les sensations de la respiration. Donc sentir l'air qui entre et qui sort dans le corps. Et portez votre attention simplement à l'endroit où il est plus aisé pour vous de ressentir la respiration. Peut-être que pour certaines personnes, ce sera au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine ou au niveau du ventre. Faites selon ce qui fonctionne le mieux pour vous. Puis la proposition que je vous fais pour commencer à inviter un sentiment qui relève de la joie en vous. C'est peut-être d'abord de commencer par un sentiment de satisfaction. Donc, est-ce que vous pouvez appeler intérieurement un souvenir, un moment de votre vie où vous êtes vraiment senti satisfait? Ou un micro-moment, comme par exemple, moi j'aime bien boire de la bière en proportion tout à fait honnête. Donc, invitez un moment de votre vie où vous avez pu ressentir de la satisfaction. Peut-être lié à une condition ou à une autre. Vous avez réussi un examen, vous êtes parvenu à vos fins, après vous êtes lancé un défi qui n'était pas facile. Et l'enjeu, là, on est sur des causes extérieures, un petit peu comme avec Bergson. L'enjeu, c'est vraiment de ressentir, tiens, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon ventre, de ma poitrine, de ma tête, de mon bassin, voire de mes jambes. Qu'est-ce qui se passe dans la satisfaction que je vais goûter? Quel est le type de sensation interne que je ressens, avec lesquelles j'entre en contact lorsque je me relie à cet événement du passé? Bien évidemment, je vais peut-être un peu vite, vous pourrez réécouter cette méditation. Peut-être qu'il y a plein de moments qui passent en revue, sans qu'il y en ait un qui se fixe particulièrement. C'est pas grave, c'est pas important. Si vous pouvez, à chaque chose qui passe dans votre esprit, goûter un petit peu un aspect de la satisfaction qui est en cause, alors déjà, on est dans la bonne direction, dans la direction du ressenti. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de situation particulière dans laquelle vous pouvez
sentir cette détente. J'ai parlé d'une réussite, mais il pourrait aussi s'agir d'un moment simplement où vous vous êtes dit: «Ah tiens, mais là je suis bien, je suis vraiment content d'être là, satisfait». Par exemple avec des amis, au cours d'une soirée, avec des personnes de votre famille. Mais peut-être que vous ne trouvez pas particulièrement de moments comme ça, ou bien que même s'il y en a, ils sont loin dans votre mémoire et que l'accès au ressenti n'est pas privilégié, ne fonctionne pas vraiment pour vous de cette manière-là. Auquel cas, je vous propose d'imaginer une situation idéale, soit avec certaines personnes de votre connaissance, soit certains types de personnes que vous aimeriez rencontrer, avec lesquelles vous aimeriez partager quelque chose. Et dans cette projection, d'aller goûter, d'entrer en contact avec soi-même et de se dire à soi-même: ah, et si tu vivais ça, qu'est-ce que tu ressentirais? Quel est le type de détente? Quel est le type de satisfaction que tu pourrais ressentir dans cette condition ou dans cette autre condition, dans cette situation ou dans cette autre situation? Dans la satisfaction, il y a toujours de la détente, il y a toujours quelque chose qui s'est apaisé. Il y a toujours quelque chose qui dit: ah, la tension, on le sent quand elle se détend, qu'il y a une forme d'ouverture intérieure. Et peut-être même une forme de gratitude qui dit: ah oui, merci. Merci enfin de venir prendre soin de cet endroit-là et de faire ce qu'il faut pour le laisser se détendre. Et cet aspect de la satisfaction, c'est ce qu'on pourrait appeler le contentement. On est contenté lorsqu'on ressent qu'on est bien là où on est et qu'on n'a pas besoin de plus. Qu'il y a une saveur à ce que l'on ressent qui est suffisante et qui est nourrissante. Toujours en contact avec la respiration, si jamais vous sentez que vous décrochez dans vos pensées, que
vous êtes parti dans un événement du futur ou du passé. Respiration qui nous aide à revenir à la sensation et donc à l'instant présent pour pouvoir nous relier à nouveau au sentiment de satisfaction, de contentement, de gratitude que l'on est en train de nourrir en nous-mêmes. Et à partir de cet espace de contentement, de gratitude, de satisfaction, je vous propose d'ouvrir ou de laisser se déployer une qualité interne qui relèverait spécifiquement de la joie. Souvent, on confond joie et excitation, mais en fait, on peut ressentir de la joie sans qu'il y ait nécessairement une activation mentale qui va faire accélérer notre ressenti intérieur, bien loin de là. Et on pourrait dire que dans l'expérience de la joie, il y a une tonalité particulière du contentement. On pourrait dire qu'il y a quelque chose qui pétille. Peut-être que si on imagine un petit peu la manière dont les enfants peuvent être joyeux d'une manière tellement première, quand ils ont le regard qui brille, de trouver quelque chose de cet ordre-là intérieurement, sans rien forcer, sans anticiper ce que l'on devrait vivre ou ne pas vivre. Et si rien ne s'ouvre particulièrement, simplement rester avec ce qui est, avec le contentement expérimenté ou bien simplement la respiration. Puisque l'enjeu, c'est simplement de mettre l'esprit, mettre notre conscience sur une pente particulière, lui donner une ouverture particulière, une intention, et ensuite le laisser se déployer vers cette intention. Donc laisser grandir de lui-même l'état mental qui est appelé par l'intention. Ici donc, cette forme de pétillement qui est propre à la joie, cette forme d'ouverture que l'on peut ressentir comme étant plus large que nous-mêmes. Et puis dans la teinte de l'esprit, une certaine forme de clarté, de vivacité. Avec peut-être quelque chose d'à la fois
mystérieux et espiègle, quelque chose qui rit, un petit peu lié à cette qualité de pétillement. On peut dire que la joie est propice au rire, propice à la légèreté d'esprit. Tout ça a lieu dans notre corps. Tout ça se déploie dans nos sensations corporelles. Et se vit de manière tout à fait incarnée. Si vous souhaitez prolonger cette session de méditation, je vous propose de mettre pause sur le podcast. Et sinon, respirez peut-être un peu plus profondément. Ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Commencez à bouger votre corps. Vous étirez si vous en ressentez le besoin. Et reprendre contact avec l'environnement immédiat. Voilà, c'était la première partie de ce podcast sur la thématique du bonheur, où on a exploré là, ici, en particulier, la question du sens de la vie, du sens que l'on y met, avec la distinction entre joie et plaisir conditionné, joie, on pourrait dire déconditionnante, grâce à Bergson. Et si vous souhaitez continuer à suivre ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez être sûr de ne rien manquer des prochains épisodes, vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter. Je ferai paraître à chaque fois que paraît un nouvel épisode. Et puis, pour soutenir cette entreprise qui appelle quelque chose à la vie, pour reprendre les mots de Bergson, eh bien, si vous souhaitez me soutenir dans cette démarche, n'hésitez pas à faire un don. J'ai mis le lien dans la description. Donc j'ai choisi une plateforme qui ne nécessite aucune inscription, pas besoin d'entrer un mail, juste vous pouvez faire un don ponctuel ou récurrent, comme vous le souhaitez, qui m'aidera à pouvoir continuer à produire ce podcast. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode
N'hésitez pas à écrire des commentaires à propos de cette méditation qu'on a réalisée ensemble, des commentaires aussi à propos des réflexions philosophiques que j'ai pu amener à travers ce texte de Bergson. J'aurai vraiment plaisir à vous lire. Philo et méditation, le podcast qui vous fait réfléchir et méditer, par Virgile Danflous, professeur de philosophie et enseignant de méditation.